Salut, c'est Lextopia et vous écoutez Parktopia, votre podcast dédié à l'actualité des parcs à thème. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. We live by the ethos that the next thing we do is going to be better than the last thing we did. Everything we do is based on story. We build our entire work process around story. Et salut les Topiens, encore super heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Là, on revient dans un format un peu plus classique et merci d'ailleurs pour vos retours nombreux sur le premier épisode spécial qui était entièrement dédié au Futuroscope, à notre découverte de l'Aquascope, mais aussi à notre séjour à Station Cosmos. On a aperçu aussi la nouveauté Mission Bermude, dont d'ailleurs on va reparler dans cette émission aujourd'hui. Donc des retours très positifs et nombreux. En revanche, un épisode qui a un chouïa moins bien fonctionné en termes d'audience, donc je ne sais pas si c'est lié au parc ou si c'est lié à la perturbation du format. Néanmoins, je souhaite continuer à le tester, donc je vous le dis, on va le refaire à plusieurs reprises sur les nouveautés et à chaque fois qu'on sera notamment un peu en partenariat, que ce soit en France mais pas que. Et là, il y a quelques surprises et donc il y aura forcément des épisodes spéciaux sur des thématiques très particulières qui me tiennent à cœur, notamment, vous le savez, Universal Epic Universe qui va ouvrir courant du mois de mai. Et avant de continuer et de vous présenter le sommaire de l'émission, je sais que vous êtes nombreux à avoir des difficultés techniques à écouter notamment mes 2 derniers épisodes, sans compter celui-là, sur Deezer. Alors pour tous ceux qui m'écoutent depuis Deezer, s'ils ont réussi déjà à lire cet épisode, j'aimerais leur dire que en podcast, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je n'ai pas, disons, de tableau de bord réservé aux créateurs sur toutes les plateformes sur lesquelles je diffuse. En fait, ce que je fournis à ces plateformes, c'est ce qu'on appelle un flux RSS, qui est directement intégré via la plateforme sans que je ne gère quoi que ce soit au moment de la mise en ligne directement sur Deezer. Moi, je gère ma mise en ligne depuis un autre outil qui appartient à Spotify et je ne sais pas pourquoi, depuis 2 épisodes, ces épisodes-là, je ne sais pas s'ils sont censurés, mais en tout cas, il est impossible d'activer la lecture, bien qu'il figure dans la bibliothèque d'écoute. Donc je ne sais pas du tout à quoi cela est lié et je vous avoue que, vu ma part d'audience, ma part d'auditeur sur Deezer, j'ai décidé pour l'instant de ne pas trop creuser le sujet. Sachez juste que mes épisodes sont disponibles donc sur Spotify, ils fonctionnent aussi sur Apple Music, également sur Amazon Music, sur YouTube Music. Aussi, quand je dis YouTube Music, aussi YouTube en non référencé sur mon onglet podcast. Vous pouvez les écouter gratuitement et sans interruption publicitaire. Donc j'estime que j'ai suffisamment en fait de canaux pour en fait faire l'impasse pour le moment sur ce qui se passe par rapport à Deezer et je m'en excuse. Je vais quand même essayer à un moment donné de creuser le sujet, mais je vous avoue que j'ai déjà pas mal essayé et donc désolé pour ce pépin technique et je vous ai lu, je suis au courant. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à privilégier les autres canaux pour le moment, notamment pour tous ceux qui me connaissent via YouTube. En fait, sachez que vous pouvez déclencher l'écoute de l'épisode sur YouTube gratuitement, sans interruption publicitaire. Et on va passer tout de suite au sommaire de l'émission. Donc là, qui revient dans son format classique pour cet épisode, donc un condensé d'actualité entre 40 minutes et 1 heure dédié à l'actualité des parcs à thème. Toujours une première partie consacrée à Disney et puis une seconde partie qui sera consacrée aux autres parcs. Alors chez Disney, on va parler de l'ouverture des boutiques Disney Style et Disney Glamour, mais aussi de la forêt secrète dont j'ai pas parlé sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on parlera des actualités Disney plus génériques, notamment de toutes les annonces qui ont été faites du côté de Walt Disney Imagineering ces derniers jours. Et puis ensuite, on passera aux actualités liées aux autres parcs à thème. On parlera d'abord du parc Astérix, de toutes les nouveautés qu'ils ont annoncées pour le lancement de leur nouvelle saison, puisque là, les dates de réouverture des différents parcs approchent et donc la saison va reprendre une sorte de dynamique là dans quelques temps. Et puis, on parlera ensuite de ce qui se passe du côté de Walibi Belgium, où on en sait un peu plus sur toute cette nouvelle zone Dock World. Et on reparlera à nouveau de Mission Bermude au Futuroscope, puisque la semaine où nous y étions au Futuroscope a été annoncé les détails techniques de la nouveauté. Voilà pour ce sommaire qui est tentatif, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire que si je dépasse, on coupera peut-être l'émission un peu plus tôt. J'espère que cette émission va vous plaire et je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est parti! Alors, du côté de chez Disney, il s'est passé beaucoup de choses. Enfin, on voit apparaître les nouveautés qui étaient prévues dans ces fameux milliards investis par Bob Iger il y a de ça plusieurs années, donc en 2018. Il y a bien sûr dedans le Avengers Campus, le World of Frozen, il va y avoir Disney Adventure Bay, et puis en fait,
Disney, alors c'est quoi déjà le nom du parc? J'ai oublié. C'est à Disney Adventure World, c'est ça le nouveau nom du parc? J'ai oublié. Je crois que j'ai oublié le nouveau nom du parc. Bref. Et en fait, on l'oublie, mais dans cette pocket, cette pocket était aussi réservée à un plan de réenchantement du Disney Village, qui est en pleine transformation, hein. C'est un chantier à ciel ouvert et qui se fait par étapes. Et là, enfin, on a une deuxième étape du chantier qui s'est enfin révélée au public. Vous aviez dans un premier temps la rouverture de Rosalie. Vous aviez aussi... j'ai oublié comment s'appelait ce hub, décidément, c'est la mémoire qui me fait défaut là en ce début d'épisode. Vous savez, le pub anglais, mais vous voyez de quel pub dont je veux parler, donc qui a déjà été rénové, qui a réouvert. Et puis, vous avez en ce moment la réouverture de Disney Style et Disney Glamour. Je dis la réouverture, mais c'est tout simplement l'ouverture, bien que Disney Style existait déjà sous un autre nom qui s'appelait donc Disney Fashion, qui était déjà une boutique réservée à cet univers un peu fashionista, alors que Disney Glamour, pour le coup, c'est une création originale qui remplace une de mes boutiques favorites, et ça m'a fait de la peine parce que quand je suis rentré dans Disney Glamour, j'ai compris que j'irais beaucoup moins que avant dans cet endroit, qui était donc en fait l'ancien Disney Gallery. Il y a une boutique comme ça aussi à Disney Springs, je me souviens en avoir vu une aussi à Disney California Adventure et à Disneyland en Californie. C'était là où il y avait principalement des objets de collection, mais aussi des affiches, de la papeterie, des livres. Bon, pour un passionné comme moi qui collectionne surtout ce type-là de produits, même si j'adore les fringues, hein, je vous cache pas que je suis un gros consommateur de fringues, bon, pour le coup, ouais, ça me fend un peu le cœur, mais je suis quand même réassuré d'un truc que j'ai pas dit d'ailleurs en vidéo, c'est que vous avez ces produits-là en fait à Harrington, vous avez aussi ça à Disney Bookshop. Ces boutiques-là, à un moment, ont perdu leur thème. Alors moi, j'ai connu Disney Bookshop quand j'étais mes premières années de PA, il n'y avait pas du tout de livres à l'intérieur de Disney Bookshop. Ils sont revenus que très récemment. Harrington, c'est pareil, à un moment donné, c'est devenu presque une boutique entièrement Haribas. Et là, de nouveau, on a des produits de collection Disney et on retrouve un peu de papeterie et d'objets de collection. Bookshop, c'est pareil, à un moment donné, c'était quasiment une boutique Haribas, ça s'appelait Disney Bookshop. Et heureusement, ils sont revenus sur la thématique un peu plus lié à l'univers des livres. Et en fait, tout le monde a retrouvé sa place, je trouve, dans le parc principal. Donc ça, c'est rassurant. Et c'est ce qui me fait dire que les produits qu'on retrouvait à Disney Gallery, on peut les retrouver à Harrington, à Disney Bookshop, qui, eux, pour le coup, ont retrouvé leur thématique d'origine et qui sont enfin respectés. Alors, Disney Style et Disney Glamour. Disney Style, d'un côté, c'est vraiment la boutique fashionista à destination des jeunes adultes, hein. Ça se voit que c'est clairement à destination des jeunes adultes, fans Disney, mais pas que, parce que j'ai trouvé que dans le merch, justement, c'était des fringues Disney qu'on peut porter discrètement en dehors de l'univers Disney, en dehors d'un environnement de travail Disney friendly. C'est des vêtements qui passent un peu partout, et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial. Et d'ailleurs, j'ai acheté quelques produits que je montrerai un peu sur mon compte Insta lors d'un prochain voyage, j'en dis pas plus. Et donc Disney Style, c'est une boutique qui rend vraiment hommage à l'univers d'Edna Mode. Alors c'est dommage parce que le concept est super bien trouvé, le fait d'utiliser le personnage, les indestructibles, la brique derrière qui m'a rappelé aussi un peu l'architecture du studio Pixar à San Francisco, je trouve ça génialissime, mais il manque juste un détail, les sacs. Et oui, les sacs de la boutique sont ceux de Disneyland Paris habituels, les génériques, mais sauf que je sais plus où, je crois que c'est à Disney Hollywood Studios, il existe les sacs Edna Mode, avec juste marqué mode, enfin je sais plus où c'est un sac qui est apparu dans le deuxième Indestructible, quand Edna se charge de garder le Jack, et elle met le costume de Jack dans un sac mode, avec juste la frange comme logo de sa marque. J'étais persuadé qu'on retrouverait le sac en fait comme produit dérivé et proposé aux visiteurs, mais non, pas du tout, mais bon, peut-être qu'il sera rajouté plus tard. Et donc à l'intérieur de Disney Style, c'est comment dire, très épuré. C'est-à-dire que en fait j'aime beaucoup les extérieurs avec cette fresque d'ailleurs des Indestructibles. D'un côté la famille Indestructible, il y a une sorte de trompe-l'œil, d'un côté on voit cette famille d'Indestructibles dans leur tenue normale de la famille Parr, et puis lorsque vous quittez le parc et que vous allez vers les hôtels, là ils sont en tenue de super-héros, et puis lorsque vous dépassez la boutique, ils reprennent leur costume de vie de tous les jours. Donc ça c'est un clin d'œil au sens de la visite, puisque quand vous les voyez en tenue normale, vous allez vers les parcs. Et en revanche, quand vous les voyez en tenue super-héros, c'est quand ils sont au parc et que vous quittez le parc. Bref, vous avez compris, je pense, ce que je voulais dire là. Et donc Disney Style, voilà, c'est effectivement marqué comme ça dans le communiqué de presse que j'ai sous les yeux, hein. C'est pour les jeunes adultes. Et certains produits sont disponibles en exclusivité dans cette boutique, c'est aussi ce qui est promis. Et puis, il y a le corner aussi de personnalisation qui est de retour. Alors, il a changé d'emplacement, mais l'idée est toujours là. Et donc, ça permet aussi de créer des produits uniques. Ça, c'est cool que cet espace-là soit revenu. Mais la petite nouveauté vraiment sympa que j'ai vraiment
vraiment aimé et qui s'intégrait pour moi parfaitement à la boutique et qui permet de la repositionner un peu sur une boutique vraiment de fashionista un peu plus premium. C'est cet espace un peu de gourmandise avec des macarons qui sont vendus sur place. J'ai trouvé ça assez marrant d'intégrer ça là, et ça, pour moi, ça fitait complètement avec l'ambiance générale et avec la fresque aussi d'Edna Mode qui était juste derrière. En revanche, pour ce qui est de l'ambiance générale de la boutique, bah, je l'ai dit en vidéo, hein, c'est quand même très épuré, quoi. C'est vraiment très très épuré. On voit très bien le chemin que veut prendre le Disney Village. En extérieur, pour moi, ça fonctionne. En intérieur, je vois bien que ça va être très très épuré, très premium, très sophistiqué. Et en fait, pour moi, ça me dérange pas dans une boutique comme Disney Glamour, Disney Fashion, enfin Disney Style, mais en fait, il faut pas que ce soit comme ça dans le futur Disney Store, qui je crois va s'appeler Disney Wonders. Parce que là, pour le coup, il faudra que les enfants rentrent à l'intérieur. Et pour émerveiller les enfants, il faut quand même un peu comme dans le World of Disney, il faut impressionner par des figurines immenses, par, vous savez, ces boutiques de jouets, de peluches, qui sont très 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 impressionnantes visuellement et qui doivent d'abord attirer le regard de l'enfant. Donc j'espère qu'on va conserver cette partie un peu plus jouée et enfantine, parce que là, ça fait vraiment très froid et jeune adulte. Et en fait, il y a un vrai travail qui a été fait sur le mobilier, mais en termes de thématique, c'est très 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 minimaliste, quoi. C'est-à-dire que c'est des Imagineers qui travaillent dessus, mais les touches Disney sont très 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 discrètes, quoi. Elles sont à peine là, et on le voit encore plus dans Disney Glamour. Et donc du coup, je sais même pas si c'est fun pour eux de travailler sur des endroits comme ça, parce que les touches sont tellement discrètes. Alors en revanche, en extérieur, il y a un truc que j'ai adoré, c'est la fresque de It's a Small World. Donc cette fresque imaginée par Mary Blair. Vous savez, Mary Blair, donc c'est cette Imagineers, mais pas que, hein, elle a travaillé aussi pour le studio d'animation. Et Mary Blair, c'était vraiment elle qui a amené le studio d'animation et qui a pu prouver que l'animation, c'était pas seulement ce qu'on appelle un art ludique, alors c'est considéré comme un art ludique, mais c'est avant tout un art. Et que on pouvait amener l'animation vers des formes plus contemporaines. Et quand vous regardez Cendrillon, certains soldats, par exemple, ça me marquait, certains soldats qui gardent le château sont dessinés vraiment juste avec un trait. Et donc on va vers des formes très graphiques, très contemporaines. C'est du minimaliste, et c'est elle, selon moi, qui a prouvé que l'art Disney, c'était aussi un art, et pas seulement un art ludique pour amuser les enfants. Et que Disney avait dépassé un peu sa condition de divertissement pour montrer au monde qu'il pouvait faire de l'art. Et quand je regarde Cendrillon, quand je regarde même La Belle au Bois dormant dans un autre style, c'est impressionnant le travail artistique qu'il y a derrière, et à quel point les animateurs de cette époque aussi étaient en avance d'un point de vue artistique. Et donc j'ai adoré retrouver cette fresque sur le toit de Disney Style, enfin sur la devanture de Disney Glamour, pardon. Et donc cette fresque, elle est reproduite avec des chaînes. C'est ça aussi que j'aime, c'est qu'à chaque fois il y a des changements de matériaux, des changements de forme, et c'est pour ça que pour moi en extérieur ça marche très très bien. C'est contemporain mais très Disney, on reconnaît bien là les touches Disney, et je pense que les visiteurs les comprennent tout de suite. C'est pas forcément le cas à Disney Springs, qu'on imagine très Disney, mais en fait pas tellement. En extérieur, ça renvoie pas tellement l'image d'un parc Disney. C'est la même chose à Downtown Disney. Pour deviner que c'est Downtown, il faut le trouver. En fait, si vous voulez, le Downtown Disney en Californie est très calqué sur l'univers de Disney California Adventure et du Disney California Grand Hotel, qui ressemble en fait à notre Disney Sequoia Lodge. C'est la même chose pour Disney Springs, qui reproduit un Springs en Floride. Ce sont ces grandes étendues d'eau froide dans la forêt floridienne. Bon, soit, mais en fait, les touches Disney en lien avec les classiques d'animation, les personnages sont très 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 discrètes. Alors certes, ils sont pas partis sur une thématique originale, ils rendent hommage aux licences et aux univers Disney, mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça marche très bien en extérieur, et le Disney Village me parle beaucoup en extérieur, et il est très très original. Notre Disney Village était déjà un de ceux qui étaient les plus originales et les plus en décalage, mais là, je trouve qu'il garde sa place de centre commercial Disney encore à part. Pareil à Shanghai, j'ai pas trouvé que le downtown était particulièrement intéressant non plus. D'ailleurs, il s'appelle pas comme ça, hein, mais j'ai oublié son nom. Et donc après, vous avez cette boutique Disney Glamour. Alors là, pour le coup, qui a pas du tout marché sur moi. Effectivement, très triste de voir que ça remplace Disney Gallery. Et une boutique dans laquelle je vais très peu aller, et là beaucoup plus austère encore que Disney Style. Alors c'est une ambiance plus féminine, mais quand même plus froide, c'est tout le paradoxe. Donc il y a quelques touches de rose, il y a quelques touches de blanc, mais c'est vraiment, c'est pas, je dirais pas austère, mais en fait c'est comme les boutiques des très grands magasins de luxe que vous pouvez retrouver effectivement Place Vendôme, quoi. C'est très austère, et je trouve des produits, alors certes qui sont chers, mais qui sont pas plus chers quand même que les produits de luxe qu'on peut retrouver
parmi les très grands créateurs français. Donc là, vous avez des bijoux, vous avez de la mise en avant de Pandora, vous avez de la mise en avant aussi de la marque Citizen et de leurs montres. Alors c'est cool d'avoir remis les montres, moi qui aime bien les montres pour le coup, ça j'avoue que c'est cool de les avoir retrouvées là. Je vous avoue que Disney Glamour, aïe aïe aïe, et d'ailleurs on le voyait, hein, c'était un peu moins rempli que Disney Style qui a tout de suite beaucoup plus vite trouvé son public. Ce sera d'ailleurs intéressant de voir quel sera le chiffre d'affaires de l'un vs l'autre. Donc voilà pour ces réouvertures de boutiques. La troisième étape de la transformation du Disney Village qui va démarrer avec donc le Sport Bar qui est actuellement en travaux. Et puis après on le sait, hein, c'est le tour du Disney Store, du Annette, de se transformer pour accueillir à la fois des nouvelles thématiques et une refonte totale du Disney Village, hein, qui fait disparaître toutes les touches en lien avec Frank Gehry qui était l'architecte de Festival Disney, avec ses fameuses colonnes très mal comprises à la fois par les exploitants Disney, par les visiteurs, et donc ils vont faire disparaître toutes ces touches-là au fur et à mesure. Et puis bien sûr, vous le savez, il y a aussi l'extension du Disney Village vers le lac, avec la construction du McDonald's, et on en parlait aussi en vidéo, on le sait, il y a des nouveaux hôtels qui sont en préparation, le Disney Village va vraiment s'étendre vers le lac, qui est en face du Newport Bay Club, de l'hôtel New York Art of Marvel. Donc bref, ça va être encore des chantiers qui vont durer plusieurs années. Et je vous propose qu'on parle de l'autre nouveauté majeure du mois, pour le coup que j'ai pas du tout traité en vidéo. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je ne l'ai pas testé, que je compte pas le faire, en tout cas dans l'immédiat. La Forêt Secrète, le tout nouveau restaurant de Jean Humbert au Disneyland Hotel. Donc c'était un restaurant qui existait déjà, qui était au même emplacement, mais cette fois-ci c'est Jean Humbert qui va l'exploiter. Ce que je trouve génial avec ce restaurant, c'est que pour moi là, on est enfin face à un produit dont le Disneyland Hotel peut vraiment se vanter d'être un produit de luxe. Parce qu'on le voit bien en termes de tarification, en termes de placement, enfin de la façon dont le Disneyland est placé dans la gamme des hôtels Disney, avec les prix aussi qui sont complètement insane, que ce soit à la table de lumière ou au banquet royal. On voit bien que le Disneyland Hotel est considéré par ses exploitants comme étant un produit de luxe. Ils souhaitent même, on en parlait à une époque, être un palace. Bon, ça c'est pas possible malheureusement, il suffit un peu de connaître la grande restauration et les grands hôtels pour savoir que malheureusement le Disneyland Hotel ne pourra pas obtenir ce statut de palace. J'avais testé la table de lumière et après coup, je me suis rendu compte de l'attrape touriste que c'était. Alors, ok, les produits étaient de meilleure qualité que dans certains services à table et bien entendu que dans certains fast-food Disney, mais pour moi, le prix n'était pas du tout justifié, le service n'était pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer sur cette gamme de prix-là. En fait, j'ai une chance, c'est que mes parents m'emmènent très jeune, ils m'ont emmené dans des grands restaurants. Ils le font de manière occasionnelle, mais ils ont toujours voulu nous montrer ça parce que leurs propres parents, notamment les parents de ma maman, emmener ma maman dans les grands restaurants. Et je dirais pas que je suis un fin gourmet, mais voilà, c'est là pour mes 30 ans, on a fait un très grand restaurant dans un patelin complètement paumé chez mes grands-parents en Auvergne, un étoilé Michelin, et là, vous reconnaissez à la fois à la qualité du service, à la qualité des produits, et même à la qualité de tout simplement comment le pain est servi. Vous voyez tout de suite que, par exemple, la façon dont le pain est servi, vous voyez tout de suite que vous êtes dans un grand restaurant. Alors qu'à la table de lumière, quand on vous sert le beurre d'Isigny dans sa barquette qui est en plastoc, qui est à peine sorti de rayon de magasin, si vous voulez, bon, vous sentez l'écart de service et de qualité de produit. Et en fait, d'après ce que je vois là sur la Forêt Secrète, bien que le service soit assuré par des cast members, je vois bien que dans la qualité de produit, dans l'exécution des recettes, je vois bien qu'il y a une large différence. Et là, pour moi, on est effectivement dans un restaurant de luxe et gastronomique. Donc Jean Humbert, c'est un passionné de l'univers de Disney et Disneyland Paris, c'est ce qu'il explique, et donc il a souhaité proposer cette expérience culinaire gastronomique dans un écrin qui est censé reproduire l'ambiance d'une forêt. Donc l'ambiance est un peu plus tamisée, c'est ce qu'on peut retrouver aussi dans les restaurants gastronomiques, et pour moi, là, la thématique est d'ailleurs beaucoup plus poussée que dans la table de lumière, où j'ai trouvé la thématique quasiment invisible à certains endroits, et vraiment dommage aussi d'avoir masqué les vitres et d'avoir mis des espèces de miroirs bizarres. Bref, donc à la table de lumière, vous avez Sous l'océan, qui est une entrée aux saveurs de la mer inspirée du film d'animation donc de La Petite Sirène. C'est un plat qui est composé de langoustines, de coquillages, d'une touche de caviar. Ensuite, vous avez le bouillon de Madame Samovar. Donc ça, c'est une excursion dans le château de la Belle et la Bête avec ses ravioles de légumes racines et son bouillon de légumes et de truffes. Ensuite, vous avez la tagine du Prince Ali, qui est un plat aux saveurs ensoleillées inspiré de Aladdin, qui dévoile une poularde facile farcie aux dattes
et fruits secs accompagnés de ses légumes. Mais alors surtout, et c'est ça pour moi que j'aime et que je trouve magique, la ratatouille de Rémi, reproduite à l'identique comme dans le classique Pixar. Ça, il fallait le faire. Ça faisait des années qu'il fallait le faire. Bah non, c'est lui qui le fait. C'est dommage que ce soit pas proposé dans le bistrot de Rémi. Alors peut-être pas dans une version aussi gastronomique, mais de ne pas avoir réussi à reproduire cette forme-là. Et maintenant, heureusement, elle est enfin servie dans ce restaurant. Mais je trouve ça génial que dans notre pays, qui a inventé cette culture gastronomique. Alors les prix, il faut qu'on parle quand même des prix. Donc c'est 140 € par adulte. Menu en 3 dégustations. Vous avez aussi le menu en 5 dégustations. Ça, c'est 200 € par adulte. Moi, je vous le dis, en toute transparence, si vous voulez aller faire un repas au Disneyland Hotel, après tous les retours que j'ai eus sur la qualité de la nourriture et du service dans ce restaurant, c'est vers celui-là que je vous conseillerais d'aller. À éviter la table de lumière, et le Royal Banquet aussi a de très bons retours. Et puis il y a bien sûr les personnages Disney, les VIP, dans leur tenue du Disneyland Hotel. Bon, là j'ai aussi des bons retours sur celui-là et j'ai bien aimé la thématique à l'intérieur. Mais surtout, évitez la table de lumière si vraiment vous voulez payer le prix le plus fort. C'est à la forêt secrète qu'il faut aller. Et c'est uniquement sur réservation via un numéro qui a été communiqué à peu près sur tous les réseaux. Donc voilà pour les nouveautés à Disneyland Paris, Disney Style, Disney Glamour. Ensuite, c'était la forêt secrète de Jean Habert, que j'espère pouvoir tester un jour lors d'une occasion un peu particulière. Et puis, vous le savez, au Disney Village, les prochaines nouveautés, ce sera la réouverture du Lego Store, probablement en avril. Et juste à côté, la boutique de décoration Disney, Déco by Disney si je dis pas de bêtises. Dans le parc principal, vous allez aussi avoir la réouverture de Boardwalk Candy Palace, qui sera désormais sponsorisé par M&M's. Il y aura aussi la réouverture du Casey Corner, enfin en tout cas de cette zone couverte qui est en cours de construction au niveau de Main Street. Donc voilà les petites échéances à court terme. Et puis, vous le savez, au printemps, la réouverture de World Premiere et une partie de la découverte de World Premiere Plaza. Ça, c'est au Walt Disney Studios, mais on en reparlera bien plus en détail lors de prochains épisodes. Disney a aussi fait beaucoup d'annonces ces derniers jours lors d'une conférence dédiée à l'univers des parcs Disney qui était animée par Josh D'Amaro et les équipes de Walt Disney Imagineering. Il y a eu plusieurs annonces et ça y est, je suis en train de comprendre ce qui se passe du côté de Walt Disney Imagineering. Il y a une sorte d'aveu d'échec autour de Star Wars Galaxy's Edge, vous savez, ce land Star Wars gigantissime qui a été ouvert en Californie, en Floride. C'est une copie, hein, c'est quasiment deux lands parfaitement identiques à part à quelques exceptions près. Et en fait, je sens qu'en ce moment, Disney Imagineering essaye de relancer Star Wars Galaxy's Edge. J'avais même dit, je me souviens, à un ami, une fois, je lui ai dit, je pense qu'un jour, ils vont fermer ce parc, enfin ce land, et ils vont le réouvrir avec de nouvelles histoires, de nouvelles attractions, ou alors avec des refontes d'attractions, un peu comme avec Star Tours. Par exemple, Rise, qui pourrait être entièrement rethématisé, mais sur l'univers de la première trilogie ou de la prélogie. Et c'est un peu ce qui va se passer d'ailleurs dans le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium, c'est une attraction génialissime, mais en fait, qui n'évoque absolument pas l'univers de Star Wars tel qu'il est connu par la plupart du public. C'est surtout tiré d'un univers, de l'univers étendu, de Star Wars Rebelle. J'adore Star Wars Rebelle au demeurant, mais c'est vrai que c'est tellement loin de ce qu'on a l'habitude de voir dans la trilogie, la prélogie, même la postologie, qui est déjà pas très populaire, que du coup je me suis toujours dit mais en fait Galaxy's Edge, en plus du fait que ça représente un environnement qui n'est pas montré dans les films, c'est tellement loin de Star Wars. Et donc je sens qu'ils sont en train de comprendre ça, et donc ils vont intégrer l'univers du Mandalorian dans le Faucon Millenium. Peut-être un jour qu'ils comprendront que pour faire venir les gens dans le Faucon Millenium, il faudrait tout simplement mettre Chewbacca et Han Solo, hein. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas Han Solo dans le Faucon, c'est un mystère. Bon, mettons Mandalorian, ok, bon, d'accord, mais j'espère qu'un jour ils vont comprendre quand même que c'est lui qui est censé piloter le Faucon, ou même tout simplement Rey, en fait des personnages tout simplement plus connus. Et donc ça y est, il va y avoir de nouvelles mission sur l'univers de Mando et Grogu. Donc qui sera ce film qui va être présenté au public, qui sortira en 2026, et donc à cette même occasion sera intégrée une séquence qui a été notamment produite par Jon Favreau. Vous savez, Jon Favreau, c'est le créateur de Mandalorian, et il est aussi à la production de ce film, et donc il a créé aussi une séquence pour, alors c'est pas Star Tours, à mon avis ça a été envisagé pour Star Tours, mais c'est pour le Faucon Millenium. Et donc ce sera intégré à la même période. Pour le rappel, le Faucon Millenium, la grosse différence. Donc pour rappel, Millennium Falcon Smuggler Run,
c'est quand même pas tout à fait comme Star Tours, parce que l'aventure est interactive et en fonction des actions des passagers à l'intérieur, des 6 passagers, l'aventure peut prendre un autre tournant. Du côté de Disney World, il y a aussi l'arrivée, alors ça c'est vraiment ce qui me hype le plus à Disney World, c'est à Disney Hollywood Studios, ils vont remplacer l'univers des Muppets par un mini-land sur l'univers de Monstres et compagnie, avec quand même l'arrivée d'une grosse attraction, un coaster supplémentaire, parce que ça manque de coaster à Disney World par rapport à ce que propose Universal, et donc un coaster, alors est-ce que c'est un invert coaster? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est ce qu'on appelle un flying coaster, et je l'avais tout de suite vu. Quand ils avaient montré la machine pour la première fois à la D23, enfin en tout cas le design, le concept art, j'avais tout de suite compris qu'ils allaient à nouveau faire appel à Vekoma. Alors c'est pas encore officialisé que c'est Vekoma le constructeur de cette attraction, mais en regardant ce qui a été montré et dévoilé au public ce week-end, je pense qu'en fait c'est bien Vekoma qui est de retour à la construction, et qu'en fait les Imagineers ont tout simplement utilisé cette attraction qui existe déjà dans une toute première version, ce sera son ancêtre, elle ne sera pas exactement dans la même configuration, mais en fait c'est tout simplement Fly à Fantasyland. Et d'ailleurs certains influenceurs et créateurs américains ont remarqué que c'était très largement inspiré de Fly à Fantasyland, effectivement un flying coaster, où en fait vous démarrez l'aventure, vous êtes dans une position assise, et ensuite le tracé fait que vous vous retrouvez en position, alors là ça sera allongé. Enfin non, c'est allongé à Fly à Fantasyland, et j'ai l'impression que pour pas trop déranger les visiteurs qui sont un peu moins habitués aux sensations, qui sont plus difficiles, notamment avec les corpulences aux États-Unis, j'ai l'impression que là, en fait, pour éviter de retomber dans le problème qu'il y a eu avec Tron, ils ont décidé de faire un coaster plus simple d'utilisation pour les visiteurs, et donc on sera tout simplement en position assise. Mais le coaster est bien inversé, c'est pour ça que je dis que c'est un flying coaster, le rail est au-dessus des visiteurs. Et ce qui est impressionnant, et ça j'étais vraiment bluffé, c'est qu'ils ont montré ce qu'on appelle la loading zone, donc la zone d'embarcation du coaster. Et en fait vous avez donc 2 quais, très souvent vous avez 2 quais dans les coasters Disney en raison de l'affluence qui est particulièrement forte par rapport aux autres parcs, y compris même chez Universal. Et donc vous avez 2 quais d'embarquement, mais vous avez surtout un ascenseur. C'est-à-dire que au moment où vous embarquez, votre ascenseur vous conduit jusqu'au tracé. Alors ça franchement ça m'a bluffé, j'ai même du mal à vous le décrire là en audio, mais je pense que vous êtes déjà nombreux à avoir vu cette vidéo de ce coaster qui se fait comme ça clipser via un ascenseur. J'étais absolument bluffé, et pour moi c'est la création Disney qui me hype le plus en ce moment, et on sent qu'ils aimeraient que nos regards se tournent aussi vers une autre nouveauté, c'est le remplacement de River of America, du Liberty Bell et d'une partie du Frontierland pour une attraction Cars, dont ils montrent des vidéos, et à chaque fois qu'ils en montrent, ils s'enfoncent parce qu'ils vont remplacer cet écrin de verdure, de décor magnifique par un espèce de terrain de boue dont on ne comprend pas très bien le concept. Alors j'ai l'impression que c'est un mélange de l'attraction Cars qui existe déjà à Disney California Adventure, de Test Track, d'Indiana Jones Adventure. Mais sauf que, pour augmenter la sensation de se retrouver sur un terrain boueux et de secouer les gens, en fait, ils vont rajouter des obstacles. Et ce sera bien sur des pneus. Et donc les pneus, en fait, de temps en temps, vont traverser des sortes de dodans, ce qui va vous rendre le voyage très agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour autant, il y aura une sorte de rail qui sera en dessous du véhicule et qui va entraîner le véhicule sur le parcours. Mais moi, en fait, je suis pas du tout dérangé par cette attraction, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi, en fait? Pourquoi ils ont pas mis ça à Disney Hollywood Studios, qui peut complètement se charger d'accueillir cette thématique? En plus, il y avait déjà une thématique Cars à Disney Hollywood Studios. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas ce qui a été fait là. Enfin, si, ça y est, mais je comprends, mais j'ai peur de comprendre. Bah oui, le Liberty Bell, Tom Sawyer Island, c'est pas des endroits où il y a beaucoup de flux, c'est pas des endroits où il y a beaucoup de visiteurs, et donc du coup, ça doit augmenter le temps d'attente dans les autres zones. Et donc, plutôt que d'étendre le parc et de construire sur du terrain pas encore occupé, ce qui coûte plus cher, en fait, ils construisent sur ces zones-là pour faire de l'optimisation de cast member, pour faire de l'optimisation d'espace, quoi. Mais sauf que pour moi, détruire River of America, détruire le Liberty Bell, c'est un peu détruire l'âme de Disneyland, quoi. Bétonner cet endroit-là, alors que le Magic Kingdom est déjà très 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 bétonné, qu'il y a très peu de zones de points d'eau comme ça, qui permettent de faire un peu respirer les visiteurs. Ça veut dire que le seul point d'eau maintenant qu'il y aura, ce sera au niveau de Jungle Cruise, mais qui est très enclavé, et qui n'est pas du tout accessible au public, en dehors de l'attraction. Non mais franchement, pour moi c'est une catastrophe. J'aime énormément le Magic Kingdom. En fait, c'est mes zones préférées du Magic Kingdom. Aujourd'hui, pour moi, cette zone-là, donc Liberty Square, Liberty Bell, River of America, mais aujourd'hui c'est la plus belle du Magic Kingdom. Et je comprends que le parc ait besoin de se démarquer, mais pour mettre un terrain de boue et pour mettre des vieilles voitures Cars en face du hall des présidents,
Non mais franchement, je me demande même ce que pensent les Imagineers qui travaillent là-dessus et qui sont tous des passionnés, qui ont visité le parc quand ils ont été jeunes, et est-ce qu'ils sont contents de faire ça? Genre, dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'ils sont heureux de foutre un terrain de boue là? Et je me dis même John Lasseter, qui est le créateur de Cars, est-ce qu'il aurait vraiment voulu faire ça? Lui qui est un passionné du Railroad et de Disneyland, est-ce que lui-même, qui est le créateur de Cars, aurait voulu faire ça? J'en suis pas si sûr. Vraiment, j'en suis pas si sûr. Je pense que lui-même se dit, oh putain, ils ont fait ça sans me demander. Bref, là c'était ma petite aparté sur cette zone Cars. Il y a une annonce qui concerne Disneyland Paris. Vous savez, ces petits droïdes qui se baladent de manière autonome dans les parcs, eh bien, ils vont arriver dans les parcs Disney. Alors probablement de manière temporaire à Disneyland Paris au moment je pense que ce sera au moment de May the Force, au moment du printemps. Donc ce sont 3 petits droïdes que vous avez sûrement vus en vidéo qui se baladent un peu de manière autonome et qui interagissent avec les visiteurs et qui interagissent aussi avec le décor. Ça c'est vraiment ça c'est trop bien, c'est ce que j'aime quand Walt Disney Imagineering fait un peu de robotique et que ça devient enfin concret dans les parcs. Et ce sera aussi donc à Tokyo Disneyland, à Walt Disney World, à Disneyland bien sûr, en Californie, dans les Star Wars Galaxy's Edge. Et puis il y a eu aussi des nouvelles du Avengers Campus qui selon moi va plutôt dans le bon sens, hormis pour cette attraction qui s'appelle Stark Flight Lab. C'est ni plus ni moins que Danse avec les robots, mais avec un principe aussi d'embarquement pour améliorer le flux qui est vraiment top, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une capsule qui vous conduit jusqu'au bras robotique, et ensuite le bras robotique vous dépose, et lui, pendant ce temps-là, peut reprendre d'autres visiteurs pendant que vous débarquez. Ok, fine. Moi, je suis sûr que ça va faire le même effet que Tron, et que ça pourra aussi avoir le même effet que sur l'attraction Monstres et compagnie dont on parlait avant. Les Américains ont des corpulences très particulières, ils ont un rapport aux sensations qui est très particulier, surtout dans les parcs Disney. C'est une catégorie de visiteurs qui ne visitent pas les autres parcs à thème. Et pour avoir fait Danse avec les robots, qui est génialissime et qui était une super attraction, je suis pas sûr que ce soit très populaire auprès des Américains. En tout cas, je suis quasiment sûr que Stark Flight Lab, il ne faudrait pas le mettre à Walt Disney World. En Californie, ça a plus sa place, c'est vrai. En tout cas, il y aura beaucoup de situations, beaucoup de plaintes au City Hall. Les visiteurs déjà se plaignaient de Cosmic Rewind, se plaignent aussi de Tron par rapport aux corpulences et ont beaucoup de mal à embarquer en fait sur les motos, et donc embarquent aussi sur le véhicule qui est banalisé. Stark Flight Lab, je trouve ça très fun et très rigolo. En tant que visiteur européen, ça marchera sur moi. Mais je pense qu'en réalité, ça va pas forcément convaincre le public sur place. Mais vous savez, c'est pas la plus grosse attraction qui est prévue là, puisque vous avez aussi un nouveau Dark Ride qui va être lancé à proximité de cette attraction. Donc il y a vraiment une extension du Avengers Campus californien. Ce sont des petits lands qui avaient été pensés pour s'étendre, et qui s'étendent enfin en Californie, qui vont s'étendre aussi à Hong Kong Disneyland, vous savez. Donc là-bas, c'est pas Avengers Campus, mais c'est la Stark Expo. Et j'espère chez nous aussi, mais comme d'habitude, pas de nouvelles pour chez nous. Il y a aussi donc l'arrivée des 4 Fantastiques à Tomorrowland en mythe, ça c'est super sympa. C'est en fait Mika Giacchino qui est le compositeur des 4 Fantastiques au cinéma, j'y crois à fond. Il y a une vibe hyper rétro là qui s'est installée dans le parti pris qu'ils ont choisi. Et donc les 4 Fantastiques seront visibles à Tomorrowland avec leur musique, j'espère. Et je trouve ça hyper fun de redonner un peu une vibe rétro comme ça à Tomorrowland et d'assumer la vibe rétro qui n'était pas tellement assumée. Donc voilà pour l'actualité Disney. On a quand même fait quasiment 36 minutes sur l'actualité Disney. Donc je vous propose qu'on passe désormais à l'actualité des autres parcs à thème. Vous le savez, le parc Astérix réouvre le 5 avril. Et il y a beaucoup de nouveautés cette année au parc Astérix. Il y a le nouveau coaster, donc c'est Automatics. J'adore. C'est Crush Coaster, certes très mauvais débit, très mauvaise capacité, mais c'est un type de sensation que j'aime beaucoup et de coaster familial que j'adore. Bon, je pense que cet automatique sera moins confronté à des problématiques d'affluence parce que, on le sait, il y a quand même moins de visiteurs qu'il pourrait y en avoir à Crush Coaster par exemple. Donc, vous avez cette attraction qui arrive et qui est vraiment à l'effigie du célèbre forgeron gaulois qui s'appelle Set Automatics. Et donc, les visiteurs auront le privilège de tester en avant-première une gamme de chars soumis à des tests rigoureux sur une piste d'essai. Pas d'inversion, mais vous le savez, il y a des pentes abruptes, des virages serrés, des accélérations imprévisibles. Vous connaissez le principe de Crush Coaster à Disneyland Paris, c'est le même, il y a aussi ça à Fantasyland. C'est conçu pour toute la famille. Comme je dis souvent, quand c'est conçu pour toute la famille, c'est que ça fait des guillis au ventre. Voilà, c'est là où moi je m'amuse en sensation. Donc ça, c'est une ouverture qui est prévue, alors pas le 5 avril, mais qui est plutôt prévue mi-mai 2025, et j'espère pouvoir le découvrir dès fin mai ou début juin. Et puis, il y a aussi cette idée qu'ils ont enfin compris au parc Astérix
le succès et la popularité de la zone égyptienne. C'est normal, c'est la zone la plus cinématographique, c'est la zone aussi qui renvoie au film qui a le plus fonctionné en salle pour l'univers d'Astérix, et donc il va y avoir l'ouverture d'un restaurant que j'ai très hâte de tester qui s'appelle les Fastes du Nil. Ça s'ajoute à la fameuse tour de Numéro Bis, et il y a même une storyline autour de ce restaurant. Fort de son expérience auprès de la reine Cléopâtre, l'ancien goûteur royal a décidé de partager son savoir-faire en lançant son premier restaurant rapide, les Fastes du Nil. Oui, donc c'est un fast-food, je précise. Situé dans la zone Égypte, ce nouveau restaurant immergera les visiteurs dans une ambiance conviviale et dépaysante. Ce nouveau lieu propose différentes variétés de burgers, il y aura des wraps aussi aux saveurs égyptiennes, ça c'est cool d'avoir un peu intégré la food. Donc j'ai très hâte de voir cette extension dans la zone égyptienne, parce que vraiment, pour moi c'est là qu'il faut investir. C'est la zone égyptienne qui est la plus populaire au parc Astérix, et depuis l'ouverture d'Osiris, on a traversé une sorte de temps mort. Il y a eu bien sûr quelques nouveautés par rapport à Peur sur le parc, mais jamais sur la saison principale en fait. Et là, depuis donc 2 ans, ils réinvestissent. Donc la tour de Numéro Bis, les Fastes du Nil, vous allez voir que cette zone va regagner en popularité, qu'elle sera encore plus vivante. Et j'ai vraiment très hâte de tester ça. Et je vous propose qu'on reparle désormais du Futuroscope. Alors, Mission Bermude se dévoile. C'est dommage, on n'en a pas tellement parlé dans le podcast précédent, parce qu'en fait, c'est tombé pendant qu'on y était. Donc, et c'est marrant, j'ai vu quasiment une grosse partie du parcours, parce que l'attraction n'est pas du tout camouflée. Donc quand vous visitez le parc en ce moment, vous pouvez voir l'ascenseur, vous pouvez voir le splash, vous pouvez voir l'ascenseur, vous pouvez voir une partie du quai, une partie du parcours en extérieur, et c'est vraiment très très réussi. Moi, je l'ai souvent dit en podcast et en vidéo, c'est la nouveauté que j'attends le plus en 2025 dans les parcs, parce que c'est un mélange de coaster, de dark ride et de nouvelles technologies qui n'ont jamais été utilisées dans les parcs, sauf, je l'ai fait une fois, c'était à Shanghai Disneyland, mais il n'y a pas de splash, enfin si, il y a une petite chute en arrière, mais Shanghai Disneyland, Pirates des Caraïbes, le boat ride Pirates des Caraïbes, en fait, qui est immergé, on a l'impression que le bateau flotte et qu'on est vraiment emporté par le courant, mais pas du tout. En fait, le bateau est rattaché à un coaster et il y a des poussées, il y a des rotations, ce qui change complètement le rythme de l'histoire. Et vraiment, le bateau devient presque une caméra de cinéma, comme dans un vrai dark ride, comme il y en a par exemple à Disneyland Paris. Alors, le Triangle des Bermudes, c'est le lieu de tous les mystères de l'océan Atlantique. Et c'est là qu'on va aller. Et nous, on est des sortes d'explorateurs en tant que visiteurs, et c'est là qu'on va se faire un peu secouer. Et ce que j'adore dans le Triangle de Bermude, c'est qu'on mélange plusieurs choses, et ça s'intègre à la dynamique de l'histoire. Donc vous avez le quai d'embarquement, et vous avez ensuite un parcours plutôt tranquille dans ce qu'on appelle l'île mystérieuse, où d'ailleurs il y a quelques épaves, il y a ce qu'on appelle la plage des naufragés, on voit qu'il s'est passé quelque chose, et qu'il va nous arriver quelque chose ensuite. Et après, on change de rythme, donc c'est plus le courant qui nous emporte, c'est un rafting. Donc en réalité, vous savez, c'est le coaster, on va être un peu éclaboussé. Ça, c'est complètement nouveau, j'avais jamais vu ça. Donc il y a l'eau qui s'agite autour de vous et le véhicule qui fait des mouvements très particuliers pour reproduire la sensation d'un rafting. Ensuite, on va passer dans une zone beaucoup plus sombre. Donc vous avez le vortex et le bunker. Là, c'est une partie dark ride, donc en intérieur, et vous avez des écrans, mais tout autour de vous, il y a toujours de l'eau. Le bateau est toujours immergé, en fait. Et donc tout autour de vous, vous avez ces projections qui sont censées un peu rythmer l'histoire. Et alors, je sais pas trop ce qu'ils vont faire en intérieur, j'ai hâte de découvrir, mais je pense qu'il y aura des effets physiques, comme du vent, de la pluie, enfin, peut-être que j'exagère, j'en sais rien, mais quand je vois déjà la partie rafting, elle m'impressionne. Et puis ensuite, de nouveau, le véhicule va sortir, et puis il va aller en fait vers l'ascenseur, qui le conduit vers le splash. C'est incroyable, ce mélange de différentes techniques en fonction de l'endroit du parcours, et que ce soit bien découpé comme ça. Franchement, c'est extrêmement intéressant comme un ajout au Futuroscope. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, et je salue cet effort d'innovation. Vraiment, je pense que c'est l'attraction la plus innovante qu'on pourra retrouver dans les parcs en 2025. Et s'ajoute à cela, d'ailleurs, aussi un espace de restauration. Je suis fan du nom du bar qui s'appelle le Bermuda Bar. Bah oui, parce que, en fait, comme on est des explorateurs, on sera peut-être en Bermuda ou en short. Et donc, c'est un restaurant où sur le toit, il y a un hydravion qui est posé.
Et puis vous avez aussi une embarcation qui fait office de table. Et j'ai beaucoup aimé aussi toute la thématique hein, qu'on peut deviner dès l'extérieur, avant même de rentrer dans le parc, et ça s'intègre super bien. Et ça va super bien vieillir. C'est tout l'enjeu aussi du Futuroscope, de concevoir de plus en plus d'attractions qui vont durer un peu plus longtemps dans le temps, en termes de popularité et d'intégration visuelle. Et pour conclure ce nouvel épisode, je vous propose qu'on parle de Walibi Belgium. Alors ça y est, Walibi Belgium a dévoilé l'allure de son nouveau coaster, donc les véhicules de son nouveau coaster, et j'ai été bluffé par la qualité du véhicule du coaster, qui est clairement beaucoup plus poussé hein, que Pegasus Express. Vous savez, Pegasus Express, c'est l'ancêtre de ce nouveau roller coaster à Walibi Belgium. Alors c'est normal du coup que la thématique soit peut-être un peu mieux travaillée, parce qu'on est vraiment quelques années après, et donc en fait c'est un requin. C'est un requin géant, le véhicule, et donc on est sur le dos d'un requin dans cette nouvelle zone qui s'appelle Dock World. Le constructeur du coaster, c'est Gerstlauer. C'est lui aussi qui a fourni Tiki Waka, qui est juste à côté. Donc ça veut dire que on va croiser un peu le parcours de... Alors c'est pas qu'on va le croiser, on est plutôt parallèle au parcours de Tiki Waka, et donc forcément ça s'intègre d'autant mieux que, comme c'est le même constructeur, c'est d'autant plus facile pour le constructeur en question de gérer cette intégration. Le coaster va aller à 65 km/h, jusqu'à 14-15 mètres de haut. Il y a 14 airtime sur le parcours et il fait presque 1 km. Au total, c'est 925 mètres de parcours. Et vraiment, je suis impressionné par tout ce qui a été révélé, les nouvelles thématiques. Vous savez, c'est toute une zone qui est refaite, qui est repensée, une zone qui existait déjà, mais ce nouveau coaster apporte une telle dynamique que le parc a décidé de complètement réimaginer la thématique de cette zone, donc qui s'appellera Dock World. Et le thème, c'est celui d'un port industriel qui englobe des attractions qui existaient déjà, donc comme le Psyché Underground, Flashback, Dragon Boat. Donc toutes ces zones-là vont être rethématisées. Et je pense que c'est la nouveauté marquante aussi en Europe cette année, parce que l'intégration, la thématique et l'investissement sur ce nouveau coaster sont assez ambitieux. Ça se voit que beaucoup d'argent là a été lâché. Et c'était la zone que j'aimais le moins dans Walibi Belgium, mais là, force est de constater que dans cette nouvelle thématique, et qui est originale aussi et audacieuse, parce que c'est marrant d'aller sur quelque chose d'industriel, c'est quand même audacieux d'aller sur quelque chose d'industriel, d'un peu délabré, c'est quand même audacieux d'aller sur quelque chose d'industriel. Et donc je trouve que en termes de thématique, on est sur quelque chose de très peu vu là aussi jusqu'à maintenant dans les parcs de la Compagnie des Alpes. C'est moins innovant parce que c'est un coaster familial qui m'a l'air moins technique quand même que Pegasus Express, plus poussé d'un point de vue thématique mais moins technique en revanche. Et je vous propose de conclure ce podcast par une ouverture sur Universal au sens large, parce qu'il y a beaucoup d'actualités autour d'Universal. Alors, Universal, vous avez Universal Epic Universe sur le point d'ouvrir. Ça y est, les cast members et bientôt les amis et les familles des cast members d'Universal vont pouvoir découvrir le parc. Mais ça y est, certains cast members peuvent déjà le découvrir. Il y a une sorte d'unanimité sur l'attraction principale de ce qu'on appelle le Dark Universe, ce land qui rend hommage aux méchants des parcs Universal. Donc là, vraisemblablement, il y a une sorte de débauche de moyens et une réussite créative assez impressionnante donc, dans cette attraction qui rend hommage à l'univers de Frankenstein, mais pas que. Je pense qu'il y a plusieurs monstres de l'univers d'Universal. Vous savez, c'est un manoir et dans lequel on mène des expériences scientifiques. Alors apparemment, c'est très horrifique, mais c'est marrant parce que j'ai vu que beaucoup de gens qui n'étaient pas fans du style horrifique s'étaient pris au jeu de cette attraction et en restaient bluffés et complètement époustouflés. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent que c'est la meilleure attraction du parc, mais attention, l'attraction Harry Potter n'a pour l'instant pas été ouverte aux cast members parce qu'elle rencontre des difficultés techniques, notamment parce qu'il est difficile d'intégrer plusieurs véhicules sur le parcours, donc des difficultés qui sont en train de régler. C'est normal à ce stade-là de rencontrer des difficultés de ce style-là, mais grosso modo, le Dark Universe semble contenir la meilleure, si ce n'est la meilleure attraction du parc, à égalité avec celle d'Harry Potter. Il faudra bien sûr voir aussi ce que va dire le public au moment de la découverte de la zone Harry Potter. En revanche, je sens moins d'engouement dans la zone Dragon, dont j'entends beaucoup parler aussi.
en bien pour l'extérieur. C'est le land le plus poussé en extérieur, le plus grand, alors le plus grand je sais pas, mais en tout cas le plus poussé d'un point de vue thématique en extérieur, avec beaucoup d'opportunités de rencontres avec des personnages, avec ce fameux dragon aussi piloté à distance. Le parc aussi confirme qu'il y aura bien des dragons en plein air qui vont voler au-dessus du parc. Disney avait aussi essayé de faire ça avec des X-Wing qui avaient volé lors de la soirée d'inauguration de Star Wars Galaxy's Edge. Et bien désormais il y aura ça, mais à Epic Universe, avec donc des dragons qui vont survoler le parc en pleine journée. Ça vraiment, j'ai très hâte de voir ça. Je pense que c'est un des effets qui va le plus me plaire. Et on pourra rencontrer des dragons, mais en tout cas on pourra rencontrer les personnages. Alors pour le coup j'ai l'impression que c'est un robot qui est contrôlé à distance, qui est moins autonome que les droïdes Star Wars dont on parlait à l'instant, qui interagissent d'eux-mêmes avec le décor, même s'ils sont en partie pilotés à distance. Là pour le coup j'ai l'impression que tout est piloté à distance, mais le réalisme du personnage m'a frappé, que ce soit les yeux, la couleur de sa peau et ses mouvements. C'est très impressionnant. Je me demande comment les enfants vont réagir en voyant ça. C'est absolument magique. Et puis, dans un autre temps, il se passe quelque chose aussi en Grande-Bretagne. Et ça, je l'ai traité sur ma chaîne YouTube. Il semblerait qu'on soit sur le point d'avoir l'officialisation de l'arrivée d'un parc Universal à Londres. Alors pas à Londres, pardon, excusez-moi, c'est à Bedford. C'est à proximité de Londres. Ça semble se produire. Le ministre du Tourisme est assez optimiste. Les dirigeants aussi se rendent sur place. Il commence à y avoir un peu d'aménagement de la terre. En fait, tous les signaux semblent être au vert. Il y a aussi des dépôts de marques en Angleterre. Il pourrait y avoir le lancement de ce parc Universal. Alors c'est marrant, vous êtes une grande majorité en vidéo, en commentaire, à dire que c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que pour vous, l'Angleterre vous semble pas être une zone à privilégier. Moi je pense que c'est un pied de nez incroyable fait à Disney parce qu'en fait il y a une très bonne santé des parcs Universal avec le lancement réussi d'Universal Beijing et la très bonne croissance des parcs Universal en Floride et en Californie, et donc les parcs Universal reviennent en bonne santé en Europe après avoir échoué en Espagne et en fait viennent adresser là une clientèle anglo-saxonne en priorité qui comprend très bien en fait les thématiques et les licences Universal. Quelle pourrait être la configuration du parc? En fait, pour moi, c'est tout simple. Les parcs Universal, quand ils se déploient à l'étranger, se déploient dans des versions plus proches de Universal Hollywood, de Universal Japan, d'Universal Beijing, c'est-à-dire des petits parcs Universal où on retrouve les licences emblématiques. Donc d'un côté Harry Potter, Jurassic, Mignon, et puis vous avez toujours une autre licence qui est travaillée en fonction du territoire. Au Japon, c'est Super Nintendo World, en Chine, c'est Transformers. En Europe, bien sûr, on voudrait une zone Harry Potter plus travaillée, plus grande que celle de Californie, par exemple, mais c'est vrai que sur la zone Harry Potter, il y a un flou, parce que vous savez, il y a déjà une attraction touristique Harry Potter, très connue du public, c'est le fameux Making of Harry Potter qui appartient à Warner. Aujourd'hui, il n'y a pas la garantie de l'exploitation de la marque Harry Potter sur le territoire européen, qui est une marque qui n'appartient pas à Universal, et donc il faut derrière acquérir les droits d'exploitation. Je vous avoue que ma hype en ce moment est à 70% tournée vers Universal. Pour moi, ils ont tout compris de ce que doit être un challenger. Et ils vont sur des terrains sur lesquels Disney ne va pas ou ne va plus. Et donc, moi, ça me rend enthousiaste et ça pourra que dynamiser le secteur du loisir en Europe, qui est déjà, de toute façon, très dynamique, mais qui pourra l'être encore plus. Et Epic Universe m'a l'air d'être, selon moi, un des parcs à thème les plus novateurs qui puissent exister sur le marché. Est-ce que pour autant il va fonctionner? C'est pas si sûr. Il est audacieux parce qu'il y a Dark Universe, donc ça c'est pas tellement pour les enfants. Il y a Dragon, certes, une licence très populaire, mais vous avez aussi Harry Potter, mais pas sur l'univers de Harry Potter, plus sur l'univers des animaux fantastiques. Donc il y a quand même des licences en fait, certes très populaires, mais qui n'ont jamais été testées dans les parcs dans cette envergure, enfin avec cette ampleur-là. Et il n'y a pas d'univers marquant déjà très populaire des parcs Universal qu'on peut réinsérer pour sauver la mise si jamais ça ne fonctionne pas sur le public. Enfin bref, vous avez compris mon enthousiasme. Et comme je vous l'ai déjà dit, les parcs Universal, c'est quand même quelque chose que je vais bientôt aller découvrir pour aller tester Epic Universe. Enfin, je les ai déjà découverts bien sûr, mais redécouvrir, notamment à l'occasion de l'ouverture d'Epic Universe. Voilà, encore merci d'avoir tenu jusque-là, pour ceux qui ont tenu. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ce nouvel épisode. Et vous le savez, on se retrouve déjà dans moins d'un mois pour l'épisode suivant. Et je vous promets refaire des épisodes spéciaux dédiés à mes découvertes de grosses nouveautés, des découvertes de grosses nouveautés, et notamment des découvertes de parcs. Je vous en dis pas plus, mais de grosses surprises arrivent sur la chaîne et en podcast. Merci d'avoir regardé... Enfin, non, là c'est de la vidéo quand je dis regarder. Merci d'avoir écouté ce podcast. Très hâte de lire vos prochains retours, et à très bientôt.